Le prix Nobel de chimie 2017 a été attribué au Suisse Jacques Dubochet, à l'Allemand Joachim Frank et au Britannique Richard Henderson. Ce prix a été attribué pour avoir inventé de nouveaux supermicroscopes nous permettant de comprendre les mécanismes fondamentaux de la vie et de développer de nouveaux médicaments. Une grande reconnaissance pour le travail de recherche commencé dans les années 50, lorsque les premières biomolécules de rayons X ont été identifiées et étudiées. L'un d'eux est dyslexique, lit-on dans son curriculum vitae publié sur le site internet de l'Université de Lausanne. 1955, premier dyslexique officiel du canton de Vaud, ce qui a permis de justifier le fait que je sois mauvais en tout. Le professeur Jacques Dubochet, aujourd'hui professeur émérite de biophysique à l'Université de Lausanne, est la démonstration que les difficultés d'apprentissage spécifiques n'empêchent personne de devenir numéro 1, tant que cela est compris et aidé. Professeur Dubochet, bonjour. Bonjour Alessandra. La section de Potenza de l'Association italienne de la dyslexie vous remercie pour la connexion Skype lors de la conférence à l'Université de Basilicata le 9 octobre et de nous avoir accordé cette interview. En Italie, l'Association italienne de dyslexie a été fondée à Bologne en 1997, il y a tout juste 21 ans. Et la section Potenza a été fondée en 2002 par Madame Marcella Santoro Yazidi, qui était aussi la première collaboratrice à l'Université de Basilicata. Elle a fondé cette section lorsqu'elle a appris la dyslexie de son fils Stefano en 1998. Beaucoup de choses ont changé en Italie au cours de ces 21 années, mais il y a encore beaucoup à faire. C'est un changement culturel lent, car même aujourd'hui, il est plus facile de penser que les jeunes sont paresseux plutôt que dyslexiques. L'échec scolaire et le manque d'estime de soi sont le véritable problème pour ces jeunes qui ont seulement une manière différente d'apprendre. Grâce à cet entretien avec vous, nous voudrions faire comprendre aux parents et aux enseignants qu'un dyslexique, s'il est aidé, peut être aidé à trouver son chemin. Il peut même gagner le prix Nobel, comme dans votre cas. Monsieur le professeur Dubochet, tout d'abord, nous voudrions savoir quels sont vos souvenirs d'étudiants et quelles difficultés vous avez rencontrées à l'école. Mais surtout, quand avez-vous découvert que vous étiez dyslexique? Alors pour moi, étudiant, c'est un mot qui concerne essentiellement l'apprentissage déjà avancé à l'université ou bien ce qu'on appelle le gymnase ici. Là, c'était pratiquement réglé. C'est avant qu'était le problème. Et donc, j'ai commencé la vie dont je pouvais me souvenir dans une situation un peu inhabituelle. Nous habitions en Valais, dans les montagnes. Mon papa construisait des barrages haut dans la montagne et nous habitions aussi haut dans la montagne, dans des villages qui, à cette époque, 1948, 47 à 50, étaient des endroits dont on n'a plus idée maintenant. C'était très, très... maintenant on parle de villages des montagnes d'Afghanistan, c'est plutôt comme ça. Et puis, nous étions un peu des électrons libres, des cas spéciaux, là, parce que, vous voyez, par exemple, l'école, la classe d'école
était chauffée par un poêle au milieu. Les bons élèves avaient le droit de s'asseoir autour du poêle, les mauvais étaient à la fenêtre. Quand il pleuvait dehors, il pleuvait dedans. Et nous, parce qu'on était les fils de l'ingénieur, on était automatiquement autour du poêle. Et c'était une situation bizarre. Et puis pendant l'été, il y avait 6 mois de vacances. Et là, nous allions plus haut dans la montagne, dans un petit chalet. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de... C'était la montagne, quoi. Et puis voilà. Et là, au fait, j'étais, je dirais, je ne suis pas du tout un asocial, moi, mais j'étais dans un milieu social où je n'étais pas intégré. Et donc, c'était un refermement sur la famille, et puis voilà. Ensuite, on est allé à Sion, la grande ville. Puis là, c'était aussi la même chose. Alors, c'est très catholique. Vous voyez, et déjà au petit village où on était, la religion était très fortement présente. Ma mère était protestante dans ce milieu catholique. Ça, disons, c'était deux mondes, n'est-ce pas? Et là, les solutions que des gens... Donc, par la suite, j'ai fait une psychanalyse freudienne classique, et merci à mon psychanalyste, il me laissait tout à fait tranquille. Et là, mais ça m'a permis de beaucoup réfléchir à ces premiers temps de la vie, enfin, premiers temps, pas tellement, enfin, les souvenirs remontent jusqu'à l'âge de 4 ans, comme ça. Et là, comme tout enfant, ma foi, on doit faire face à la vie, à la peur, etc. Et je me rappelle bien combien il y avait toujours cette solution, fais ta prière, on va faire la prière, et puis à l'école, on nous proposait l'ange gardien, on nous donnait des petites images avec l'ange gardien, mets ça sur ton lit, puis tu y penses, puis ça va bien, puis tu dormiras bien, etc. Puis ça ne marchait pas tellement bien. Par contre, il y a cette fameuse image que je répète toujours, c'est voilà, tu vas dormir, là il y a la terre, toi tu es là, la terre tourne comme ça, le soleil est là-bas, c'est lourd, la terre elle ne va pas s'arrêter de tourner, boum, et puis demain matin ça repart là, puis c'est magnifique. Voilà. Et ça, c'est toute ma vie, c'est vraiment un fondement de toute ma vie. J'ai besoin de comprendre, pas par enthousiasme, par intérêt, mais par façon de vivre. Voilà, tout bête. Et puis voilà, ça a été quand même un peu mon fil rouge de toute la vie. D'accord. Et bon, ensuite on est venu dans la grande ville, alors la métropole, Lausanne, pensez voir. Et là, j'ai eu beaucoup de peine à me raccorder au système classique, au système d'école standard. Je ne sais pas comment j'ai fait pour entrer au collège. Collège, c'est donc la voie gymnasiale, si on peut dire. Et je suis entré au collège classique d'abord, ça c'est l'élite. Ça a duré 3 semaines, le latin n'allait pas très fort. Et après 3 semaines, mes parents ont vu ça, non, c'est pas l'avenir. Mais une année plus tard, je suis entré au collège scientifique. Et là, il y a quelques professeurs, je ne sais pas très bien comment c'est venu, mais le directeur, qui s'appelait Edgar Notz, a constaté, on lui a dit, etc., que je faisais des erreurs qui n'étaient pas usuelles. Et ils ont réfléchi là-dessus et ils sont connectés à des spécialistes et ils m'ont évalué comme pour la première fois, j'ai été évalué comme dyslexique. Je devais avoir à ce moment-là 12 ans, 12, 13 ans. Et voilà. Alors on m'a mis le stempel dyslexique et avec la conséquence que j'avais le droit de passer d'année en année, j'étais traité comme tous les autres, mais avec le droit d'échouer et de continuer en ayant échoué. Et ainsi, j'ai fait tout mon collège, je crois que c'est 4 ans ou comme ça, en échouant de plus en plus magistralement d'année en année, parce que au début, j'étais encore correct en arithmétique, mais avec le temps, tout s'est décomposé
et c'était un oreiller de paresse formidable. Je ne fichais à rien, c'était la débandade. Voilà. Et puis 3 mois, quelques mois avant le certificat de fin d'études, que normalement on fait à 16 ans, mais j'avais une année de retard acquise en Valais. Alors là, le directeur est parti, ce bon monsieur Notz est parti faire autre chose, et j'ai été vidé propre en ordre, quasiment du jour au lendemain. Bon. Alors, vous voyez, le gamin de 17 ans, qui est juste à la fin de son cursus obligatoire et qui se fait vider de l'école à ce moment-là, c'est pas bien parti, hein. Oups! Alors mes parents ont eu conseillé par un homme remarquable, le docteur Bergier, qui était un ami proche, et un psychiatre, un pédopsychiatre d'ici. Il leur a conseillé et mes parents m'ont envoyé au collège cantonal de Trogen, au milieu d'Appenzell, donc dans un coin complètement perdu, the middle of nowhere, et à l'internat de cette école. Donc là-bas, c'est une structure de peuplement qui est des tout petits villages répartis avec des tas de fermes. Et les élèves, beaucoup d'entre eux, viennent pendant la semaine au collège et vivent à l'internat et retournent pour le week-end à la maison. Et il y a aussi quelques profitards, quelques familles qui envoient leurs enfants qui ne vont pas du tout dans les systèmes normaux de Zurich, de Berne, de Fribourg, enfin voilà. Et ça, voilà. Alors il y a cette drôle de faune des enfants locaux, tout à fait paysans locaux, et puis les ratés des bonnes familles. Alors je me suis retrouvé là-dedans, puis j'ai vite compris que, mon vieux, de deux choses l'une, hein. Ou bien tu te secoues, ou bien tu restes coincé, c'est classé. Hein. Et puis c'est comme ça s'est passé. Oui, ça c'est dans beaucoup de cas de dyslexie, on apprend on apprend à prendre d'autres méthodes. Et puis il y a beaucoup de ces dyslexiques qui s'en sortent pas mal. Et puis là, il m'a fallu une année pour... Bon, mais il y avait des bons profs. Hein. Vous savez, de ces profs qui ne sont pas interventionnistes, mais qui pensent que hey, il faut qu'il arrive, celui-là, il faut qu'il arrive. Et j'ai eu un prof d'allemand qui, après une année, je peinais, vous pouvez imaginer si je peinais en suisse allemand. Et là, un prof d'allemand qui m'a dit, oh, tu ne parles pas assez, tu vas nous faire une conférence à la classe. Dans un mois, tu fais une conférence, dans 2 mois, tu fais une conférence à la classe. Bon, je me suis mis au boulot, j'ai fait une magnifique conférence sur les fusées, grand succès, en allemand. Oh! Et puis, voilà, moi je me suis dit, ça va aller. Mais il y avait une autre chose que je dois dire. Pendant le collège, ça n'allait donc pas. Ça n'allait pas du tout, mais je construisais un télescope en bricolant à la maison. Et mon professeur de travaux manuels passait certainement beaucoup de temps à m'aider à construire ce télescope. Un gros télescope, un vrai télescope, 15 cm, enfin, un beau machin. Et donc, mais je ne m'en suis pas du tout rendu compte. Et ce télescope, au fait, je ne l'ai jamais utilisé sérieusement. Il fonctionnait, mais je ne l'ai jamais utilisé sérieusement. Parce qu'un télescope, c'est un énorme travail à construire. Mais ensuite, pour aller regarder, bon, une fois qu'on a regardé quelques planètes, on a compris. Hein. Effectivement, je l'ai très peu utilisé, mais je me suis rendu... Et il a disparu, je ne sais plus, je l'ai donné à quelqu'un une fois, il avait fait son rôle. Et son rôle, c'était que je finissais l'école avec rien. Ah, non, j'avais mon télescope. Et vous voyez, au fait, c'est ça le hic, que chaque enfant arrive sortant de l'école devrait partir avec quelque chose à lui. Quelque chose, ça, c'est ma chose dont je peux être fier. Et que ce soit, il est bon danseur,
il est bon alpiniste, il est bon très bien à faire des pompes, qu'importe, hein, mais qu'il ait son quelque chose à lui. Qui soit à lui, qui n'ait pas été donné par papa et maman ou le maître d'école, mais à lui. Et l'école devrait faire un effort. Mais on s'en fout qu'il ait tout, qu'il connaisse tout, c'est pas là le problème, mais qu'il ait sa chose sur laquelle il puisse se construire. Bon, moi j'avais justement, après j'étais pas encore très bon socialement, hein. Oh, je sais pas si je le suis maintenant, mais ça va. Mais par la suite, ben voilà, alors ma première amie que j'essayais de conquérir, ben, je lui expliquais la relativité, vous voyez, genre, hein, c'était, ben voilà, ça allait avec le télescope, je leur ai montré dans le télescope les étoiles, voilà. Ça aurait été très bien là, pour l'emmener de nuit dans un coin dans un coin perdu. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Voilà. Donc, est-ce que je vous ai répondu? Merci pour votre témoignage. Parfaitement, oui. Oui. Dans votre biographie, vous avez écrit « La dyslexie m'a permis d'échouer à tout, mais aussi de comprendre ceux qui ont des difficultés ». Comment avez-vous aidé les étudiants en difficulté que vous avez rencontrés en tant que professeur? Bon, alors, moi j'ai rencontré les étudiants à deux niveaux. Un enseignement déjà assez avancé. Je n'ai jamais enseigné tout au début de l'université, ces grands cours de biologie, je n'ai jamais enseigné ça. Je regrette. J'ai toujours enseigné des cours plutôt difficiles pour des étudiants déjà un peu avancés. Et là, disons, j'ai pas eu l'impression d'aller vers l'étudiant, etc. Bon, j'ai essayé d'être compréhensif et c'est tout. Par contre, évidemment, je travaillais dans la recherche avec mes doctorants, etc. Mais les gens, bon, là, nous avions une façon. Bon, évidemment, vous voyez, un doctorat dans votre métier, c'est différent d'un doctorat chez nous. Un doctorat chez nous, on est ensemble, hein, c'est une collaboration. Et en tout cas, dans notre groupe, c'était très collaboratif, avec exigence de collaborer. Ça faisait partie de notre règlement. Si tu rencontres quelqu'un qui fait quelque chose semblable à toi, tu collabores. Sinon tu te tailles. Et ouais, puis on avait, bon, évidemment, dans un laboratoire comme ça, il y a des tensions, il y a des gens avec qui on n'arrive pas à s'entendre, mais tout le monde l'accepte. On avait un bon groupe. Ouais. Et là, évidemment, ça fait une atmosphère de respect mutuel. Le professeur, quand je pense à ce qu'on... Au micro, ça se ferait plus, ça. Alors, au microscope, on est penché sur son microscope des heures, et puis on... Et là, alors c'est assez dur pour le coup. Alors j'allais voir ces gens, je rencontrais ces gens au microscope, et puis je leur fais un petit massage dans la nuit. Oui, ça ne se ferait plus ça maintenant. Mais c'était... Bon, c'était clair. Hein, nous avions un bon groupe. Oui. Et donc c'est ça, de nouveau, je pense à ce prof d'histoire à Trogen, donc en Suisse allemande, qui reçoit ce nouveau gamin qui parle très mal l'allemand et qui lui donne un cours d'histoire uniquement verbal. Il racontait des histoires. Et autant au collège avant, je n'ai aucun souvenir de tout ce qui m'était enseigné. C'était vraiment un nuage. Et là, ce professeur, mais je me souviens presque de chaque leçon. Et c'est là que j'ai acquis un intérêt pour l'histoire. Et lui parlait en allemand. Et puis, il me faisait, au début en tout cas, une courte traduction en français. Et voilà, c'est ce bonhomme qui traite l'individu comme une personne respectable, entière. C'est ça qu'on peut recevoir. Hein.
fait avec... ouais, ouais. Vous avez Ben, été vous reconnu. voyez, Ouais. Mhm. habite chez nous une réfugiée d'un pays difficile. Euh, Intégration. Que fait-on pour aider à l'intégration? Que fait-on avec une personne comme ça? La même chose. On lui fait confiance, on est bienveillant et on lui dit, vas-y, ça ira. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Mhm. Tu vas y arriver. Mais c'est fou ce que les parents pensent qu'il faut punir. C'est quand même le minimum, ça. Oui. Oui, oui. La bienveillance. Et notre société n'est pas bienveillante. Notre société est dure. Si tu ne fais pas juste, oh, c'est épouvantable. Si tu ne fais pas juste, c'est faux. Mais non, c'est différent. Oui, oh là là. Ça, c'est le message. Alors là, c'est cette question-là. Oui, c'était là comme ceci, d'échouer, comprendre ceux qui ont des difficultés. Au fait, c'est pas tellement comprendre ceux qui ont des difficultés, c'est comprendre que chacun est différent et que chacun a le droit, et c'est la richesse d'être différent. Et il y a une petite chose amusante qui arrive avec le prix Nobel, c'est mon CV. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui, Et bon, alors j'ai un CV qui est pas standard. Il commence par la remarque septembre 1941, conçu par des parents optimistes. Puis ensuite, il n'y a même pas la date de naissance. Mais bon, d'abord c'est malin parce que l'atmosphère au moment de la conception est plus importante. Disons, ça prouve que ça dit quelque chose des parents plus que ce qui s'est passé, que le fait qu'ils soient nés, quoi. Mais quand c'est... Alors, je n'étais pas connu au moment du prix Nobel, sauf chez mes collègues et chez les spécialistes de mon domaine. Alors, les journalistes ne savaient pas qu'est-ce que c'est que ce machin qui arrive, qui tombe du ciel. Alors, ils sont jetés sur le prix Nobel, pas sur le CV, puis ils étaient effarés. Mais c'est ridicule. C'est ridicule qu'un CV qui soit simplement un CV un petit peu inventif, un tout petit peu, qui fasse enfin que ce soit extraordinaire. Mais quand on se présente au monde, bon, c'est d'accord, si on veut aller s'inscrire dans une grande banque, eh ben, il faut bien être cadré parce que voilà. Mais sur son site, le CV qu'on met, ben, il devrait être un chef-d'œuvre de poésie. Le mien, il est médiocre par rapport à ce que ça devrait être. Mais il illustre combien notre société n'est pas ouverte à la différence. Je crois que c'est François Jacob qui avait fait un rapport pour l'université, c'était Mitterrand à l'époque, sur l'enseignement, et il avait dit cette phrase magnifique: l'école doit enseigner la diversité et cultiver la différence. C'est bon ça. Voilà. Très belle parole. Oui. Merci. Voilà. Merci. Pour terminer, que diriez-vous aux jeunes dyslexiques, et pas seulement aux parents, aux enseignants qui visionneront cette vidéo? Aux jeunes dyslexiques même. Ce que vous venez de dire, peut-être. Deux choses, oui. Trouve, tu ne peux pas savoir ce à quoi tu es bon. C'est trop difficile. Mais tu peux savoir ce que tu aimes. Et poursuis ce que tu aimes et fais-en quelque chose. Et quand, alors ce sera le rap, ou bien que sais-je, c'est bien égal, mais fais que tu sois à l'aise et bien dans quelque chose. Ça, tu peux faire. Quelque chose que tu aimes. Mais toi,
Pas parce que pour faire des bonnes notes, pour faire plaisir à papa et maman. Hein. Quelque chose à toi, mais rien qu'à toi. Quelque chose, le mieux, c'est quelque chose que les autres même ignorent. Mais c'est à toi. Et puis avec ça, tu peux, ouais, ben, tu peux être quelqu'un, quoi. Et, oui, et puis à part ça, c'est clair que la société est dure. Hein. Elle n'est pas généreuse. Heureux celui qui a autour de lui quelques personnes qui le soutiennent vraiment. Un maître d'école qui le regarde avec bienveillance. Il y en a beaucoup de maîtres d'école comme ça. Quelques personnes là autour. Ouais. Le papa d'une amie ou n'importe. Et puis, donc, la société est dure. Mais face à ça, il ne faut pas oublier. Moi, c'est ce que je dis toujours. Il y a deux types de poissons. Il y a les poissons qui vont avec le courant, c'est les poissons morts. Et puis il y a les poissons vivants, ils vont contre le courant. Voilà. Ne pas avoir peur de sa différence. Ouais, puis enfin c'est un combat. Hein. C'est quand même, ça vient pas tout seul de pouvoir être comme on veut. Ouais. Merci pour votre message. Hein. Merci professeur pour le temps que vous nous avez consacré. Et au nom de la section Potenza de l'Association italienne de dyslexie et de l'Université de Basilicata, nous renouvelons l'invitation d'être notre invité à Basilicata pour visiter les villes de Potenza et Matera. Et nous vous rappelons que la ville de Matera sera en 2019 la capitale européenne de la culture et que c'est un honneur pour toute la région. Ben, je comprends ça. Nous étions à Matera il y a quelques mois. C'est très beau, c'est très impressionnant. On a eu beaucoup de plaisir. Merci professeur. Merci Alessandra.